Bonsoir à tous et bienvenue dans ce repère d'amoureux de l'Afrique, on peut le dire. Je voudrais féliciter notre invité, Marcel Yabili, né en 1945. Je suis heureux d'accueillir ici Marcel Yabili qui avait attiré mon attention. Je ne le connaissais pas. Il avait attiré mon attention parce que son discours était radicalement, je ne dirais pas à l'opposé, mais tout à fait différent de la doxa habituelle à propos des méfaits, des exactions de la colonie belge et de celui qui a sans doute été notre plus grand roi et peut-être notre seul. Donc voilà, on va peut-être commencer par demander à Marcel Yabili de se présenter, de dire en fait qui il est et d'où il vient, parce qu'il est, comme certains ici, un ancien journaliste qui est devenu avocat. Oui, écoutez, je suis, comme on dit ici, né en 1945, le lendemain de la mort de Hitler. Ma mère a poussé un cri de joie et je suis sorti à ce moment. Et au Congo, ça a été très rapide, et nous sommes devenus indépendants. Mais la grande spécificité est que, suite à la Deuxième Guerre mondiale, la Belgique avait changé de politique parce qu'il y avait eu un effort de guerre. Les populations ont dû produire tout ce que les Alliés demandaient au point de vue cuivre, coton, caoutchouc même. J'écris parce que j'ai eu le malheur de perdre mon père à l'âge de 18 ans. Et pour gagner un peu ma vie, j'étais journaliste pigiste. Et j'ai sorti un livre dans ma série, My Job d'avant, où je publie les articles que j'ai écrits comme pigiste, et même certains reportages dans les années 65, 66, 67, 68. Et il se trouve que, avec l'avènement d'Internet, j'ai commencé à piocher les news tous les matins. Et je faisais une newsletter pendant plus de 10 ans et j'ai une base de données qui pourrait permettre d'écrire un livre de 10 000 pages avec toutes sortes de détails sur les événements. Et c'est ce qui m'a permis, par exemple, d'écrire la saga chinoise au Congo avec des tas de détails. Et je me dis, c'est pas possible. Les gens oublient ce qui s'est passé et je vais quand même écrire la saga chinoise au Congo. Et j'ai sorti mon premier livre qui est sorti chez l'Harmattan. C'est qui est Géant d'Afrique, Géant d'Asie. Et justement, j'ai parlé de la saga chinoise au Congo à partir de 1895, quand ils étaient venus au Congo pour le chemin de fer. L'un des ouvriers chinois a enfanté le monsieur Kasavubu, qui est le premier président du Congo. Donc je parle de tout ça. Et il y a eu un deuxième tome. Et là, pour faire le troisième tome, je me suis dit, mais il y a un problème. Je suis arrivé au niveau où les Chinois mettaient la main sur les réserves minières. On parlait de pillage des ressources naturelles. Et je me dis, mais il y a eu un grand pilleur ici. C'était Léopold II. C'était Léopold II avec le caoutchouc. Et du coup, je me suis dit, tiens, c'est vrai, je vais en 10 pages résumer le pillage des ressources naturelles par Léopold II. Je m'attaque à Léopold II sous l'angle économique. Il n'y a pas de politique là-dessus. Sous l'angle économique, alors là, c'est quoi? Quelle est la quantité qu'il a prise? Qu'est-ce que ça valait? Et là, je suis tombé de nu. C'était des cacahuètes. Tout ce que Léopold II avait pris pendant 23 ans, c'était l'équivalent d'un semi-remorque par semaine. Et le caoutchouc, c'était du caoutchouc sauvage et qui pousse encore aujourd'hui au Congo. Donc, les 23 ans de caoutchouc de Léopold II, ça représentait une année d'exportation du Brésil. Et j'ai décidé de rentrer dans les sources. Je ne pouvais plus rien accepter sans rechercher les sources. Alors c'est ainsi que, en recherchant les sources, j'ai pu écrire Fake News. Là, tout ce qu'on raconte
de Léopold II qui est venu, qui a volé les terres des Africains, qui a instauré la chicotte pour les frapper, qui les a obligés à travailler, qui a coupé les mains. Tout ça, il y avait du vrai, mais exagéré. Je disais tantôt que les mains coupées, il y a seulement 10 photos de mains coupées. Et tous ceux qui racontent qu'il y a eu les mains coupées, que c'était des horreurs, qu'il y a une commission d'enquête qui a été au Congo, qui a confirmé, ils n'ont jamais lu le rapport de la commission d'enquête. Parce que on lit le rapport de la commission d'enquête, ce n'est que 150 pages. Hein. Et les historiens ne lisent pas 150 pages. Ça, je trouve inacceptable. Alors, dans les 150 pages, on a été à la recherche des 10 Congolais auxquels on avait coupé les mains. Et il donne le rapport. Il dit, on a cherché, on n'a pas trouvé un seul cas de mains coupées à des vivants. C'est ça l'histoire des mains coupées. Hein? Et le rapport a dit oui, il y a eu des mains coupées, mais des mains coupées à des cadavres, hein? Pas à des vivants. Or, l'histoire qu'on raconte, c'est des mains coupées à des vivants pour qu'ils ramènent un peu plus de caoutchouc, etc. Et 10 millions de mains coupées. Oui. Et alors, bien sûr, on a parlé de 10 millions de morts. Mais je pose chaque fois la question, mais d'où viennent les 10 millions de morts? D'où viennent les 10 millions de morts? D'où viennent les 10 millions de morts? Et finalement, c'est une invention de M. Adam Rothschild. C'est lui, le premier, qui a sorti ce chiffre de 10 millions de morts. Hein? Il a avancé des tas de raisons. Et l'une des raisons nouvelles qu'il avance est qu'il y a un grand savant, M. Vansina, qui a déclaré dans ses études et tout comme quoi, lorsqu'on a fait le recensement de 2020 et qu'on a trouvé 10 millions d'habitants, il y avait la moitié de la population avait disparu suite à l'introduction de la colonisation. 10 millions de morts. Et là, je vous dis, j'ai beaucoup de respect pour des grands savants, des historiens comme Rentgens, etc. Mais j'étais abasourdi. Je vous donne le cas, par exemple, Stanley, lorsqu'il a fait le recensement du Congo, il est parti du bateau, si vous connaissez bien, Kinshasa, il a remonté le fleuve jusqu'à Kisangani et puis il est rentré. Et il a fait le kilométrage parcouru. Et si à la laisse de 2000 km, au retour, ce n'était plus que 1000 km. Il a dit, j'ai parcouru 3000 km aller-retour. Et Rentgen dit, Stanley est devenu fou. Comment il parle de lui qui savait calculer les distances, il parle de 3000 km alors qu'il avait en réalité parcouru 4000 km. Eh bien, imaginez-vous qu'en fait, Stanley n'avait pas tort. Parce que quand on remonte vers Kisangani, on a 2000 km, mais quand on redescend, eh ben, la moitié du parcours est dans le territoire français. Ah oui, donc il avait raison de faire la distance des berges congolaises, c'était 3000, mais ici les grands historiens belges ne se sont jamais rendus compte, mais ils ont traité Stanley de fou. Hein? Moi, ça m'a encouragé quand même dans mes recherches, et j'ai découvert qu'en fait, Stanley avait fait un recensement de la population congolaise. Il a pris un périmètre avec une densité. Il a trouvé 25 millions d'habitants. Oui, 25 millions d'habitants à partir d'un échantillon de densité de population. Et il se fait que au Congo, on a pu par la suite faire des études de densité du pays. Au Congo, 75% des gens habitent sur un tiers du territoire. Hein? Et 25% habitent sur 2 tiers du territoire. Alors, quand j'ai pris la densité de Stanley, qui est la plus forte, vous la mettez sur 2 tiers sur un tiers du territoire et tout, vous arrivez au lieu de 25 millions d'habitants, vous arrivez à 10 millions. Les 10 millions qu'on a trouvés
en 2020. Donc, disons, la population n'a pas été saignée, elle était plus ou moins la même. Écoutez, bon, ça c'est comme ça. Hein? Monsieur Vansina a fait l'étude de la tribu Bakuba. Hein? C'est une tribu, Bakuba. Bakuba, ils sont au Kassa, mais c'est une tribu. Et là, il explique que ces gens, pour assurer leur descendance, ils faisaient des femmes esclaves sexuelles pour que les femmes leur fassent des enfants. La colonisation est venue, il n'y avait plus d'esclavage, il n'y avait plus de femmes, la population a baissé de moitié. C'est ce que dit M. Vansina, hein, et M. Otsil dit, Vansina a dit la population du Congo a diminué de moitié. C'est pas la même chose. Dans l'histoire officielle du Congo, nous avons eu des gens comme Lumumba et autres choses qui ont parlé contre la colonisation, mais Lumumba n'a jamais critiqué Léopold II. Kasavubu non plus, il n'y a aucun nom politique congolais qui ait parlé de Léopold II. Et moi, je trouve ça bizarre parce que Lumumba, lui, il avait changé de discours lorsqu'il avait été à Accra en 1958. Là, il est devenu anti-colonialiste, mais pour avoir l'indépendance. Mais il y a tous ces écrits d'avant. Dans tous ces écrits d'avant, il loue Léopold II, ce roi génial, ce roi bastisseur, etc. Ce n'est pas une question d'aimer Léopold II, de le détester, c'est une réalité qui est là. Hein, et les chemins de fer qu'on a fait, il y a eu des morts et autre chose, mais on n'a pas fait les chemins de fer pour tuer les Noirs. Non, on a fait les chemins de fer pour qu'il y ait des échanges économiques dans le pays. Et ces échanges, nous en profitons. À l'heure actuelle, quand vous allez en Afrique, hein, il y a une grande campagne contre les Blancs, surtout les anti-français. Alors, je vous dis, Burkina Faso partout là-bas, Guinée, Burkina Faso, Mali, Niger, en dehors la France, en dehors le franc CFA. Mais ces gens, en fait, ils ont peur des djihadistes. Hein? Et la France n'a pas voulu que des Français versent leur sang pour ces pays africains. Et les pays africains, ils disent non, les Français sont mauvais. Hein? Donc on déteste du blanc parce qu'on a besoin de protection. Or, lorsqu'il y a eu la colonisation au Congo, hein, là on n'en parle pas, il y avait des phénomènes pendant 4 siècles de traite d'esclavage. Eh bien, le Congo a payé le plus grand prix. Parce que sur les 12 millions d'esclaves qui ont été en Amérique, 6 millions sont venus du Congo. Ce qui fait que quand Stanley s'amène, hein, et il dit au chef coutumier, nous allons faire des traités, hein, je vous mets le drapeau et vous êtes protégés. Tout le monde dit oui, on sera protégé, on sera protégé. Donc la protection a été le véhicule de la colonisation. Et ça, c'est au niveau du Congo. Et on trouve le même phénomène en Afrique occidentale française. Ces esclavagistes. Bravo. Les esclavagistes, ils se mettent évidemment une sorte de terreur et d'obligation de servir comme esclaves, mais en même temps, c'est eux qui ont ramené la religion musulmane dans une grande partie de l'Afrique. Non, écoutez, excusez, il y a ceci. Hein. Lorsqu'on parle de l'esclavagisme, c'est l'esclavagisme des Blancs, c'est la traite transatlantique. Mais en fait, oui, il y avait la traite arabe. Oui, hein, c'est eux qui fournissaient. Oui, écoutez, moi je vous parle du discours qu'on vend en Afrique. Ah, oui, hein? Le discours qu'on vend en Afrique, c'est les Blancs qui sont venus prendre les Africains. Et non, Léopold II n'a pas fait de l'esclavage. Non. Mais non, les Arabes, eux, ils ont fait de l'esclavage à travers le Sahara, vers la Mecque. Et puis, il y avait maintenant les Omanais qui, eux, faisaient de l'esclavage vers Zanzibar. Hein? Et là, ils ont pénétré jusqu'au lac Tanganyika et tout. Hein? Et c'est là que l'Association internationale du Congo est intervenue. Ils ont envoyé Storms, etc.
pour lutter contre les esclavagistes. Et ici, qu'est-ce qui se passe? Au musée de Tervuren, ils ont trouvé comme victime de la colonisation violente M. Lusinga. M. Lusinga, c'était un roi esclavagiste que Storms a tué. Hein, et on dit, voilà, le méchant blanc a tué Lusinga. Hein, et c'est ça un peu, c'est ça qui me met en fureur. Parce que c'est pas une histoire de blanc et de noir, non, c'est une histoire d'être humain. Ces gens ont droit à la dignité, et c'est pas parce que c'était un noir qui a été tué, non, on doit voir pourquoi il a été tué. C'était un sale esclavagiste de noir. Qu'est-ce que les Chinois sont en train de faire maintenant? C'est de l'esclavagisme ou pas? Il y a deux mouvements. Hein. D'un côté, l'Union minière, qui est devenue Umicore et tout, hein, a délocalisé son savoir-faire et tout en Chine. Tout le cuivre congolais va en Chine. Même le cuivre qui vient d'autres exploitants. C'est la Chine qui achète. La Chine achète tout. Le cobalt, la Chine achète tout. Mais nous avons un pays qui est acheteur de nos minerais. Mais c'est dangereux, ça. Le jour où ils voudront faire tomber, ils pourront le faire. Et c'est ça le problème pour le moment. Les Chinois sont là. Hein, et d'ailleurs, au point de vue cobalt, ils ont 1 an et demi d'avance sur leurs besoins. Donc nous sommes colonisés, excusez-moi, nous sommes colonisés. Au Congo, on a donné des minerais pour 70 milliards de dollars et ils n'ont même pas fait 1 kilomètre d'autoroute. Mais quand vous allez au Gabon, ils n'ont pas donné cet argent-là. Et ils ont fait des autoroutes, ils ont fait des chemins de fer rapides en Tanzanie, des chemins de fer rapides au Kenya, des chemins de fer rapides en Éthiopie, sauf au Congo. Dans tous les contrats que l'Exim Bank, la banque d'État chinois, fait avec les pays africains, hein, les taux d'intérêt sont de 1%, maximum 1,5%. Le Congo a fait des contrats avec 7,5% d'intérêt. Mais comment est-ce possible? Oui, et c'est ça le problème avec le contrat chinois, c'est que en fait, les Chinois viennent sans aucune moralité. Vous êtes faible, si vous les Congolais, vous êtes faible, ok, c'est votre problème. Et la réalité est que lorsqu'on examine la période coloniale, on doit examiner ce qui était réellement colonial, c'est-à-dire l'absence de droits politiques. Hein? Mais quand on tombe, écoutez, mais quand on tombe dans des problèmes économiques et autre chose, c'est le capitalisme. C'est le capitalisme, c'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Partout. C'est ça, c'est ça. Qu'est-ce qui fait la différence aujourd'hui? Vous pouvez aller en Papouasie ou bien en Alaska ou je ne sais pas moi chez les Inuits et vous trouvez un peu de pétrole et on vous permet de pomper le pétrole. Mais ce pétrole appartient aux Inuits, aux Esquimaux qui sont là. Mais qu'est-ce qui vous permet de faire ça? Il y a un principe international qui dit que les richesses naturelles appartiennent aux gens du coin. Et vous pouvez les exploiter à condition que ce soit équitable. Donc il faut laisser quelque chose. Que ce soit équitable. Donc vous devez laisser quelque chose. C'est ce que monsieur disait ici. Donc on doit revoir l'exploitation coloniale en termes de retombées sur les pays et les populations. Hein? Et c'est là qu'on va voir si c'était équitable ou pas équitable. Mais dire à l'avance qu'on ne pouvait pas prendre le caoutchouc, on ne pouvait pas prendre du cuivre, ça ne tient pas dans la philosophie actuelle qui dirige le monde actuellement. Cette période coloniale qu'on a tant critiquée et dont on découvre aujourd'hui qu'elle a quand même été assez relativement différente de ce qu'on peut craindre. Je lui demandais pourquoi il n'a pas fait partie de la commission qui s'est penchée pendant 2 ans sur la période coloniale et la décolonisation, etc. Ils ont pris des historiens congolais, mais anticolonialistes, anti-Léopold II, etc. C'était un choix éditorial qu'ils ont fait. Qui a imposé ce choix éditorial? Mais la commission. La commission belge. La commission.
Est-ce que d'une certaine manière, les Belges n'avaient pas droit de parole et ne pouvaient pas dire non parmi les historiens? Non, mais c'est les Belges, c'est le Parlement qui les a choisis. C'est le Parlement belge il y a qui quand a même- choisi. Parmi les Belges, ils n'ont pas tous accepté les conclusions de la commission. Donc, il y en a certains qui auraient pu dire, mais non, il y a d'autres historiens. Écoutez, ils ont nommé des historiens congolais, mais qui étaient anticoloniaux. Et notamment, il y a monsieur Eliki Mbokolo, qui demande qu'on déboulonne la statue de Léopold II pour qu'on mette celle de Lumumba. J'ai quand même écrit à la commission, en leur disant que j'étais à leur disposition et tout, et je leur ai chaque fois dit que moi, j'étais contre leur démarche. Primo, parce que ils voulaient parler de la colonisation, pas du Congo. Ils ont mis le Congo sur le même pied que le Rwanda et le Burundi. Et ça, j'ai dit, je n'accepte pas. Parce que Léopold II, les mains coupées, ce n'était pas le Rwanda et le Burundi, c'était allemand à l'époque. De quoi est-ce qu'on va parler? Le deuxième reproche que j'ai fait à la commission est que le but de l'exercice était de lutter contre la discrimination en Belgique, le racisme en Belgique, vis-à-vis des afrodescendants. Et alors moi j'ai dit, mais s'il vous plaît, les lois belges, il y a des lois belges ici contre le racisme, il y a des lois belges ici contre la discrimination dans les emplois, etc. Pourquoi pour des Congolais, vous voulez appeler l'histoire de la colonisation au lieu de vous occuper directement des droits lésés des Congolais qui sont victimes de racisme et qui sont traumatisés par je ne sais pas quoi. Alors, moi j'ai dit non, il y a un problème. Parce que les problèmes de l'histoire du Congo, ce sont des problèmes qui se posent au Congo. Je voudrais aussi remercier Marcel Yabili au nom de cette association qui sera centenaire dans 8 ou 9 ans, je ne sais pas. Je ne sais pas si on sera encore là. Je voudrais le remercier et en même temps lui offrir une carte de presse d'honneur. Oula, pour la mettre dans la poche. Ça va être compliqué. Mais au nom de l'association. Ok, mais merci beaucoup. C'est la carte de membre de l'association. Et puis je tombe dans votre association très conviviale. Et je crois que c'est un signe des relations profondes qui doivent exister entre la Belgique et le Congo sur base de l'amitié, parce qu'on est tous des êtres humains avec les mêmes sensibilités, les mêmes échanges, dans la franchise, pourquoi pas, et dans la joie. Voilà. Formidable.